Bonsoir à tous, très heureux comme d'habitude de vous retrouver pour cette nouvelle émission Duo de Doc que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec Aurore. Bonsoir Aurore. Bonsoir Comment Mickaël. tu vas Aurore? Ça va. Ça fait un petit moment puisque nous avons eu la dernière fois le plaisir d'être assistés par David Trigano. Tu avais fait les premières émissions, on avait fait ensemble la nutrition du nourrisson et nous avons parlé de l'infarctus, et non pas l'infractus, mais l'infarctus du myocarde. Duo de Doc avec notre docteur préféré en duplex, le docteur Jean-Jacques Herbstein. Bonsoir, docteur Herbstein. Bonsoir, bonsoir Mickaël. Comment allez-vous? Très très bien, je rentre de vacances. Oh, on peut avoir un petit peu de détails sur vos vacances? Ouais, super, sauf que j'ai pris le boulot ce matin et je suis déjà épuisé, quoi. Non, c'était très bien, au bord de la piscine, en train de lire des choses très intéressantes. C'était très bien. Et est-ce que vous avez lu justement un petit peu sur le sujet du jour, puisqu'il s'agit du rein? Nous allons parler ensemble, avec vous, de l'insuffisance rénale. Alors, mais pourquoi voulez-vous que je lise alors que je connais par cœur? Allons. Alors, on y va. Qu'est-ce que tu en penses, Aurore? On va vérifier tout de suite si J'ai hâte de poser des questions sur tout ce dont j'ai entendu parler au sujet de l'insuffisance rénale. Eh bien, on va commencer tout de suite par une question très générale. Je vais vous demander, docteur Herbstein, d'expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est qu'un rein. Alors, déjà, les reins, on en a deux. Parfois, on en a qu'un quand ils sont en fer à cheval, mais ça, c'est plus compliqué, c'est autre chose. Alors, ce que je voulais dire en préambule, c'est que le rein, c'est un organe qui est malheureusement totalement, je ne vais pas dire méprisé, mais oublié pour deux raisons. D'abord, parce que c'est très compliqué. Le rein, il a des fonctions qui sont tellement nombreuses et avec ce qu'on appelle une physiologie qui est assez complexe. Et on préférera parler du cerveau parce que c'est l'intelligence, du cœur parce que c'est l'amour et le sang, et le rein, c'est le pipi. Donc forcément, c'est un peu moins glamour que les autres organes. C'est moins intéressant. C'est moins noble. Alors que le problème, c'est que le rein, c'est la grande tour de contrôle de l'organisme. Dès lors que le rein commence un peu à dérailler, malheureusement, tout part à volo. Alors, à quoi sert un rein? Le rein, la fonction essentielle et la plus importante, c'est d'un filtre. Imaginez une machine à café. Enfin, je ne vous parle pas d'une machine Nespresso moderne, mais des vieilles machines à café filtre. Pour que le café soit bon, il faut que le filtre retienne le marc, laisse passer l'eau et fasse ça très rapidement. Le rein, c'est à peu près la même chose, mais l'inverse. Il faut que le rein élimine le plus vite possible les déchets de l'organisme et fasse ça rapidement, sans laisser passer des choses dont le corps a besoin. Donc, si je reprends votre exemple de la machine Nespresso, vu que le rein doit filtrer les impuretés, si je retrouve, contrairement à ma machine Nespresso, de la mousse dans mes urines, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, alors, ou du la sang. Mousse, du sang, des protéines, certains, ce qu'on appelle les électrolytes. Alors, les électrolytes, c'est un terme savant, mais c'est simplement le sodium, le potassium, le chlore, le phosphore, qui sont des éléments qui sont fondamentaux dans le bon fonctionnement du corps. Donc, si le rein commence un peu à tourner de travers, à ce moment-là, il retient plus certaines choses qui sont nécessaires pour le corps, et au contraire, il peut retenir certains éléments dont le corps doit absolument se débarrasser, et donc ça a des conséquences qui peuvent être dramatiques au niveau de l'organisme. Alors, ce qui est embêtant aussi avec le rein, alors je vais parler que de l'insuffisance rénale chronique, parce qu'il y a l'insuffisance rénale aiguë, mais ça c'est un autre sujet. L'insuffisance rénale chronique, c'est qu'on ne sent rien du tout. Ça veut dire qu'on en a pas mal, c'est pas la douleur qui nous affole? Aucune douleur. Alors, non, dans l'écrasante majorité des cas, il n'y a aucune douleur. C'est une découverte souvent fortuite, c'est-à-dire qu'on fait du dépistage. Quand on fait un bilan sanguin à partir de 50 ans, vous savez, il y a une règle d'or. Avant 50 ans, on fait un bilan sanguin quand on souffre de quelque chose. Après 50 ans, on fait des bilans sanguins de dépistage. Venir à 30 ans en disant faites-moi une prise de sang pour savoir si tout va bien, c'est complètement inutile. Si vous n'avez pas de symptômes, forcément, votre prise de sang, dans 99 cas, sera normale. Donc après 50 ans, on fait des bilans de dépistage, donc faire un bilan une fois par an. Certaines personnes, notamment des diabétiques ou des hypertendus, peuvent faire des bilans un peu plus fréquemment. Et on dose un marqueur
qui s'appelle, alors je vais sortir ma science, la CKD-EPI, ça veut dire Chronic Kidney Disease, épidémiologie. Alors c'est une équation un peu complexe, on met plein de choses là-dedans et on sort un chiffre. Si ce chiffre est supérieur à 80-90, tout va bien, votre rein fonctionne parfaitement bien. Si ce chiffre entre 30 et 60, vous avez ce qu'on appelle une insuffisance rénale modérée. Si c'est entre 30 et 15, l'insuffisance rénale est sévère. En dessous de 15, ça craint vraiment. Et en dessous de 10, c'est la dialyse. La dialyse, on est obligé de brancher le patient sur une machine qui va épurer le sang parce que le rein ne fonctionne plus. Donc, il faut être très, très vigilant à ce niveau-là. Le problème, c'est que souvent, les médecins généralistes, je ne veux pas être méchant avec mes confrères, mais ne sont pas suffisamment bien formés pour comprendre la fonction rénale. Et vous savez, le côté « j'ai rien vu », donc j'ai rien vu, donc il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui ont des fonctions rénales qui se dégradent très rapidement et qui finissent malheureusement en dialyse. Vous savez, en France, on peut estimer qu'il y a environ 2 millions d'insuffisants rénaux. Probablement, certains s'ignorent totalement. Il y a 30 000 dialysés, ce qui est quand même pas mal. C'est un énorme enjeu de santé publique, ça coûte beaucoup d'argent, et puis naturellement, vous savez, la dialyse, on en parlera à la fin, c'est quand même quelque chose de terrible, parce que c'est un sacré fil à la patte pour les gens, surtout quand ça touche malheureusement, ça peut arriver, des sujets jeunes. Donc, le rein, c'est un organe, on l'a dit, j'y reviens, non seulement qui filtre, donc qui élimine via les urines ce que le corps veut se débarrasser, mais également, vous l'avez dit, conserve des éléments essentiels. Bon, quand il y a une insuffisance rénale, ça veut dire que ça ne fonctionne plus très bien. Alors, vous avez dit, il y a une insuffisance rénale qui peut être aiguë, chronique si c'est sur le plus long terme. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité un rein qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que c'est qu'une insuffisance rénale et quels en sont les symptômes? Alors, les symptômes d'insuffisance rénale, comme j'ai dit, chronique, comme j'ai dit précédemment, à partir du moment où on est vraiment au tout début, on n'a aucun symptôme. Les premiers symptômes qui peuvent apparaître, c'est l'hypertension, parce que le rein a un rôle fondamental dans la régulation de la tension. Bon, c'est non seulement un filtre, mais il a deux rôles encore fondamentaux. Bon, il y en a d'autres, mais on va prendre les trois principaux. C'est un filtre, il régule la tension et il sécrète une hormone qui s'appelle l'érythropoïétine. Vous savez, l'érythropoïétine, c'est ce que prennent les cyclistes. Ce qu'ils ne devraient pas prendre, on va dire. Ce qu'ils ne devraient pas prendre, voilà, pour avoir plus de globules rouges. Donc le rein a un rôle fondamental dans la régulation également je vais parler de l'hématopoïèse, qui est un terme savant, mais de la régulation, de la création des globules rouges. Donc le rein a trois fonctions essentielles. Donc quand le rein commence à partir un peu à volo, forcément, comme il filtre mal, vous allez perdre des protéines, vous allez avoir trop de potassium, il va y avoir du sodium également dans votre sang. Enfin, il y a plein de choses qui vont se passer, donc on va avoir un mal-être général, on ne va pas être bien. Deuxièmement, on a la tension qui va grimper d'un coup. Et troisièmement, quand on arrive à des stades un peu avancés, on a de l'anémie. C'est-à-dire que le corps est incapable de créer des globules rouges pour transporter l'hémoglobine et l'oxygène. Et est-ce que l'infection urinaire, par exemple, c'est un symptôme, déjà une alerte d'une insuffisance rénale? Ça n'a rien à voir? Alors, oui et non. Alors, si c'est une cystite, c'est-à-dire, parce que le problème, c'est que le terme infection urinaire, c'est un terme un peu générique dans lequel on met tout et n'importe quoi. Une cystite, donc une inflammation de la vessie, non, ça n'a pas de conséquences rénales. En revanche, si l'infection remonte et attaque le rein, parce que vous avez la vessie, les urètres et après les reins, si ça attaque le rein, ça peut donner une infection du rein, donc une néphrite, donc le terme savant du rein, c'est néphro, néphros, donc une néphrite, et à ce moment-là, ça peut faire une insuffisance rénale aiguë qui malheureusement peut évoluer vers une insuffisance rénale chronique. Docteur Erbstein, vous avez dit que c'était souvent une découverte fortuite, l'insuffisance rénale, sur base des bilans que peut faire le médecin généraliste. Est-ce que le patient, lui, peut avoir des signes qui devraient l'inquiéter et l'amener à consulter, et ce qui pourrait aboutir au diagnostic d'insuffisance rénale aiguë ou chronique? Sincèrement, non. Au début, non. Le patient n'a aucun symptôme. C'est pour ça qu'on fait, c'est un peu comme le diabète, vous savez, le diabète au départ, il n'y a pas vraiment de symptômes, ou l'hypertension. Il n'y a pas de symptômes. C'est pour ça qu'on fait il faut faire du dépistage. C'est-à-dire que quand un patient vient nous voir dans nos cabinets, donc on lui prend forcément l'attention, on lui fait un bilan sanguin pour vérifier qu'il n'y ait pas un diabète qui s'installe et une insuffisance rénale.
Parce qu'il y a quand même des causes à cette insuffisance rénale. Bon, alors, il y a des causes qu'on appelle souvent, comme souvent en médecine, fonctionnelles. On ne sait pas. Voilà. C'est-à-dire que le rein se met à plus fonctionner. La cause, elle est inconnue. On ne connaît pas. Malheureusement, c'est comme l'hypertension. On n'a pas encore détecté la cause. Mais les causes les plus fréquentes, les autres causes, c'est l'hypertension. C'est-à-dire que quand on a une hypertension qui est parce qu'on fume trop, parce qu'on est un peu obèse, parce qu'on a un peu de diabète et que les artères deviennent un peu scléreuses, un peu rigides, à ce moment-là, ça peut avoir comme conséquence une insuffisance rénale. Le diabète de type 2, donc ce dont je viens de parler, le diabète est un grand pourvoyeur d'insuffisance rénale, c'est-à-dire qu'il faut surveiller le rein du diabétique comme le lait sur le feu. Vous avez des maladies auto-immunes, alors il y en a deux principales, une que vous connaissez peut-être, c'est la maladie de Wegener, qui donne des insuffisances rénales, et surtout le lupus, comme dirait Dr House. C'est peut-être un lupus. Donc, ouais, le lupus, c'est une des grandes conséquences du lupus, c'est l'insuffisance rénale, et malheureusement, ça aboutit souvent vers des greffes rénales. Hein. Le tabac, forcément, le tabac, ça encrasse les artères, et ça peut donner une insuffisance rénale. Et puis surtout, les médicaments. Arrêtez de faire de l'automédication, de prendre n'importe quoi, n'importe comment, de faire des mélanges, parce qu'on sait très bien que les médicaments sont les plus grands pourvoyeurs, enfin d'énormes pourvoyeurs d'insuffisance rénale. J'en citerai que 4. Alors, il y en a un qui s'appelle l'hydrochlorothiazide. Alors, ça vous dit rien, mais on trouve ça dans les antihypertenseurs. Alors, je ne sais pas si vous avez ça en Israël comme du Cotareg. Enfin, c'est souvent des associations médicamenteuses. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, qui sont aussi un antihypertenseur, qui donne l'insuffisance rénale, et il faut surveiller la fonction rénale de très près. La metformine, qui est un antidiabétique. Alors lui, les reins peuvent prendre une claque assez rapidement. Et surtout, quand je parlais d'automédication, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc tout ce qui est diclofenac, kétoprophène, ibuprofène, vraiment, n'en abusez pas et prenez-en simplement sous prescription médicale afin d'avoir parlé avec votre médecin. Donc le Voltaren, l'Advil, le Nurofen et tous ces médicaments qui sont plutôt contre-indiqués. Ils sont super néphrotoxiques. C'est-à-dire que moi je suis. C'était mauvais pour l'estomac surtout. Ah bah l'estomac oui, mais le problème de l'estomac, c'est que quand vous en prenez trop, vous avez mal à l'estomac, donc alerte rouge, code rouge tout de suite, hop là, on arrête, on prend un petit Mopral et tout va bien. En revanche, le rein, vous sentez rien. Et le rein, il prend une claque à chaque fois. C'est-à-dire que je suis très fâché quand je vois arriver des patients qui sont diabétiques, donc avec un risque d'insuffisance rénale, et à qui on fait allègrement des piqûres de kétoprophène, alors que les injections, normalement, on ne devrait même plus en faire, parce que certains médecins ne font pas toujours très attention, ou qui se prescrivent passé un certain âge. Normalement, au-delà de 70 ans, on ne devrait plus prescrire d'anti-inflammatoires. J'avais une autre question par rapport aux éléments un peu qui donnaient l'alerte par rapport à l'insuffisance rénale. Je voulais savoir si les calculs rénaux aussi, c'était une alerte, parce qu'on entend déjà le rein dedans, et je crois que il me semblait que c'était un mode de dysfonctionnement du rein, cette histoire de calcul rénal. Alors, le calcul rénal en lui-même, c'est comme l'infection urinaire ou la cystite. C'est une maladie, c'est du calcaire qui se forme au niveau du rein et qui s'élimine et ça fait super mal. Maintenant, oui, quand on en fait trop, il y a une pression qui peut être en amont du calcul. À ce moment-là, le rein, il souffre, il pousse. Il y a ce qu'on appelle une hydronéphrose. Donc le rein est rempli de fleurs parce que forcément les urines ne s'écoulent plus. Et à ce moment-là, ça peut donner effectivement une insuffisance rénale. D'ailleurs, la première chose à faire quand on découvre une insuffisance rénale chez un patient, donc ce marqueur, la CKD-EPI, qui commence un tout petit peu à baisser, c'est une échographie rénale pour s'assurer qu'il n'y ait pas un obstacle. Alors l'obstacle, ça peut être un calcul, ça peut être une tumeur aussi, hein. Une tumeur rénale également, donc il faut déjà s'assurer de ça. Après, quand on a éliminé ça, on va chercher autre chose. On parle de nouveau, Dr Epstein, d'une bonne hygiène de vie à peu près sur toutes nos émissions. Donc vous l'avez clairement redit pour le rein et la fonction rénale, attention, danger, hypertension, tabac et diabète. Donc une bonne hygiène de vie aussi permet de prévenir un problème rénal. Bon, alors on y est, ça y est, il y a un problème rénal, le médecin détecte une insuffisance de par les bilans qu'il aura fait, vous nous en avez parlé en début d'émission. Bon, et on fait quoi maintenant? Comment est-ce qu'on traite ça? Alors, justement, le but du jeu,
c'est de faire en sorte que la fonction rénale ne se dégrade pas plus. Parce que malheureusement, ce qui est cassé, c'est cassé. Parce que quand vous avez par exemple une CKD-EPI qui est à 50, Une quoi une CKD-EPI, enfin le marqueur de la fonction rénale qui est à 50. Celui qui est au-dessus de, je ne sais pas combien, en dessous de 10, c'est la voilà, cata. Pour faire simple, il y a un moyen mnémotechnique qui est tout bête, vous transformez en pourcentage. Si vous avez ce marqueur qui est à 30, ça veut dire que vous avez 30% du rein qui fonctionne pas. S'il est à 60, vous avez 60%. Donc, c'est une manière un peu simple pour expliquer aux patients que votre fonction rénale, voilà, bon, quand elle est à 95% du rein fonctionne, pas de souci. Donc, quand ce marqueur commence à baisser, ce qui est cassé, c'est cassé. C'est-à-dire que l'unité fonctionnelle du rein, qu'on appelle le néphron, qui sont des filtres, des petits filtres, les néphrons, ils sont foutus. On ne pourra pas les réparer. Donc, on ne pourra plus refaire remonter ce marqueur. En revanche, c'est quelque chose de logarithmique, ça descend. Après, il faut absolument faire en sorte que ce qui reste, ça stagne, ça ne diminue pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les médicaments. Attention aux médicaments. Donc, en parler soit avec son médecin traitant, dès lors qu'il a un peu une formation de néphrologie, ou des néphrologues, parce qu'il y a des spécialistes qu'on appelle des néphrologues, qui ont des têtes comme ça, non pas qu'ils ont des grosses têtes, mais c'est des types, c'est des Dr House. C'est que Dr House est néphrologue de formation. Hein. C'est vrai. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire de Dr House, c'est des néphrologues. Les néphrologues, c'est des types qui aiment se faire des nœuds dans la tête, qui se triturent les méninges toutes les 5 minutes parce que c'est une fonction, un organe qui est excessivement compliqué. Mais c'est des types en plus qui ont pas ils ont une grosse tête, mais ils n'ont pas la grosse tête. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas des chirurgiens, quoi. Ouais. Mais bon, bref, toujours est-il que on peut aller voir un néphrologue. Le néphrologue va surveiller différents marqueurs, les analyses d'urine également régulièrement, de manière à pouvoir s'assurer que la fonction rénale ne s'aggrave pas. Il n'y a pas de médicament vraiment magique pour régler le problème. En revanche, on peut compenser certaines complications. Par exemple, on sait très bien que l'insuffisance rénale fait augmenter le potassium. Bon, il y a des traitements qui font baisser le potassium. L'insuffisance rénale fait monter le phosphore. On peut donner quelque chose qui fait baisser le phosphore. On sait que l'insuffisance rénale rend votre sang beaucoup trop acide. On appelle une acidose métabolique. Votre sang est acide. À ce moment-là, on peut donner des choses qui font baisser cette acidité pour retrouver quelque chose de normal au niveau du corps. On va vous conseiller de boire de la Vichy. Alors, je ne sais pas si vous avez de la Vichy Saint-Cœur en Israël, parce que c'est une eau qui est remplie de bicarbonate, et le bicarbonate est quelque chose qui va inverser l'acidité. Ça va lutter contre l'acidité. Est-ce qu'il y a des aliments comme ça qui sont conseillés ou déconseillés par rapport? D'accord. Oui, ça c'est la question que j'attendais et qui est vachement importante. Il y a deux choses qu'il faut limiter. L'ennemi number one, c'est le sel. C'est le sel. Oui, bravo, vous reviendrez en deuxième semaine. Merci docteur. Le sel, pas plus de 3 grammes, enfin entre 3 à 6 grammes de sel par jour. Alors, 3 à 6 grammes de sel, vous avez vu ce que c'est, hein? C'est rien. C'est pas grand-chose. Pour ceux qui aiment salé. Ouais, alors, le sel, on en trouve partout. Moutarde, mayonnaise, des condiments, enfin partout, quoi, le fromage. Donc, le sel, c'est l'ennemi numéro 1. C'est le sodium, ça, absolument limiter de sel. Il faut manger, alors il y en a qui en sont à un stade où ils mangent du pain sans sel et c'est vraiment dégueulasse. Chez nous, en France, et surtout en Lorraine où je suis, ils mangent beaucoup de magie. C'est le magie, c'est le truc qu'on met, les condiments qu'on rajoute dans la salade, la soupe. Ça, c'est exclu parce que c'est excessivement salé. C'est très, très, très salé. Il faut se méfier de tous les pièges à sel. Nous, on mange aussi de la boutargue, c'est très salé. Il faut éviter ça absolument parce que le sel, c'est vraiment très, très mauvais. On peut remplacer le sel classique par du sel de potassium? C'est dégueulasse, hein. Bien sûr. T'as l'impression de manger du savon un peu. Non, en revanche, oui, il y a des sels de régime qu'on peut prendre, mais surtout, alors dans un pays comme le vôtre, ça, vous allez adhérer totalement, les épices, oui. Autant d'épices que vous voulez. Le sel apporte ce qu'on appelle la satiété à l'alimentation. C'est-à-dire que ça donne du goût. Bon, si vous mettez pas de sel, mettez du poivre, mettez de l'ail, mettez du paprika, enfin ce que vous voulez. Moi, je suis d'origine hongroise, donc forcément du paprika. Toutes les épices que vous voulez, ce qui donne un peu de goût et qui remplace le sel. Ça, il n'y a aucun problème. La deuxième chose qu'il faut éviter, c'est les protéines.
Les protéines. Les protéines, parce que le rein, justement, a du mal, quand il est malade, à filtrer les protéines. Donc, il faut éviter au maximum les protéines. Donc, j'imagine que les régimes hyperprotéinés à la Ducan, c'est no way. Mais de toute façon, les régimes hyperprotéinés, vous voulez avoir une insuffisance rénale, allez-y. Hein. D'accord. Ça, faut pas faire. Hein. En revanche, bon, classiquement, on demande aux gens de manger un peu moins de protéines, donc un peu moins de poisson, un peu moins de viande, un peu moins de produits lactés. La viande rouge plus que le reste, ou c'est pareil? La viande rouge, c'est pas bon, hein, ça donne le cancer du côlon. Hein. D'accord, parfait. Non, mais vous passez une semaine avec moi, vous mangez que du boulgour et du tofu. Hein. D'accord, donc les protéines, c'est déconseillé. Et les fruits rouges, j'entends souvent, c'est hyper bon, les fruits rouges, les cranberries, le jus de cranberries. Ouais. Alors, les fruits rouges, myrtilles, cranberries, groseilles, mûres, très bon les mûres. Framboise, c'est des super fruits. Alors, attention à la cerise, c'est très sucré. Et c'est vraiment des super fruits. Hein. La myrtille, enfin bon, ouais, tout ça, le cassis, oui, vous pouvez prendre. Alors, je sais pas si c'est bon pour l'insuffisance rénale, mais en tout cas, c'est bon pour le reste. Hein. Ça fait pas bien, ça fera certainement pas de mal. Donc, les fruits rouges, oui. Il y a des cas, hélas, où quand vous aurez une insuffisance rénale, enfin, si le patient a une insuffisance rénale qui devient très sévère, on va aussi lui demander de boire moins d'eau, de réduire sa quantité hydrique. Bah oui, parce que comme le rein filtre mal, à ce moment-là, s'il boit trop d'eau, il peut se mettre en rétention de flotte, donc les jambes qui deviennent énormes, de l'eau qui monte, et puis après, ça peut envahir les poumons, donc c'est quand même pas très agréable. Donc on peut lui demander de boire, de se mettre en restriction hydrique. Il y a une règle simple que m'a appris un de mes grands maîtres de néphrologie, c'est il faut boire ce qu'on pisse. J'ai pas dit qu'il faut boire sa pisse. J'ai dit qu'il faut boire ce qu'on pisse. Si vous pissez 1 litre, il faut boire 1 litre. C'est-à-dire qu'il faut toujours, quand on est insuffisant rénal, hein, naturellement, il faut toujours évaluer un peu la quantité qu'on pisse. Si vous faites pipi 800 cc, il faut boire 800 cc pour compenser. Il faut que la balance soit à l'équilibre. Mais par rapport à l'eau, justement, est-ce que le fait de boire beaucoup, on dit souvent c'est super bien quand ton pipi il est transparent, etc. Est-ce que ça aussi, c'est pas un signe de prévention par rapport à l'insuffisance rénale, le fait de boire beaucoup? En amont, oui, et surtout pour l'insuffisance rénale aiguë, parce que quand il fait très chaud, et notamment ça arrive chez nos anciens qui boivent moins, vous savez que les personnes âgées ne ressentent pas le mécanisme de la soif comme nous. Hein, quand on commence à avoir soif, c'est souvent trop tard. Oui, il faut boire. Quand on a une fonction rénale qui est à peu près correcte, il faut boire correctement, voire même beaucoup. Enfin, il n'y a aucun souci, hein, vos reins vont filtrer. En revanche, si vous ne buvez pas assez, vos reins, ils vont commencer à... On les fait souffrir? D'accord. Ouais, on les fait souffrir. Les reins normaux doivent baigner dans l'eau. Ah oui. Je me suis fait un petit peu voler la vedette ce soir par Aurore, qui a monopolisé les questions, et j'en suis extrêmement heureux. Ce qui va me permettre, Aurore, de poser une question un petit peu moins sympathique encore, et utiliser un mot en général qui sonne assez péjorativement, qui est le mot dialyse. Alors on sait que ça a un rapport avec l'insuffisance rénale, on sait que c'est le traitement un petit peu ultime. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'une part ce que c'est que la dialyse, et à quel moment on y arrive, et puis après, what about this? Alors, on commence à... L'application de la dialyse, normalement, qui est théorique, c'est quand on a ce marqueur, donc le CKD-EPI, qui est aux alentours de 10, entre 15 et 10. Là, on arrive à ce qu'on appelle une insuffisance rénale terminale. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose qui est importante. On ne soigne pas un chiffre, on soigne un patient. Donc, à partir du moment, même si la fonction rénale est excessivement dégradée, mais qu'il n'y a pas de conséquences dramatiques au niveau des autres marqueurs, comme il n'y a pas d'anémie, le calcium est normal, le phosphore est bien contrôlé, l'acidose métabolique est bien contrôlée, on arrive à contrôler un peu tout ce qui peut être dangereux pour le corps, la dialyse, elle n'est pas nécessaire. Ça nécessite des surveillances, mais alors à la culotte. Moi, j'ai un patient qui a une insuffisance rénale sévère, il a une CKD-EPI à 9, vous avez vu, c'est comme 9% du rein qui fonctionne. Hein. Je vais le voir toutes les semaines. Toutes les semaines, tension, auscultation, le poids, et à la moindre alerte, on prévient le néphrologue. Alors, la dialyse, c'est quoi? C'est justement permettre de créer artificiellement un cycle d'épuration du sang. Parce que, comme j'ai dit en amont, le rein filtre le sang de manière à éliminer les déchets. Là, on va demander à une machine de le faire en externe. C'est-à-dire qu'on branche sur un bras le sang sort, il passe dans une machine avec des membranes qui va reconstituer un peu le fonctionnement du rein et qui va épurer le sang.
et après il revient dans l'autre bras avec un sang qui est tout beau, tout neuf. Alors, c'est lourd, hein, parce que c'est 3 fois par semaine. Normalement, la dialyse, on peut la faire la nuit, en soirée. Ça peut permettre de continuer d'avoir une activité professionnelle. C'est-à-dire que moi, j'ai une jeune patiente qui a 25 ans, qui est déjà sous dialyse. Elle y va vers 11 heures du soir et elle est rentrée chez elle à 3 heures du matin, 2-3 heures du matin. Donc, ça lui permet de travailler en poste de midi. Vous voyez, c'est qu'elle arrive un peu à concilier sa vie de maman, sa vie de femme, sa vie de mère, sa vie d'épouse et son boulot. Donc, on peut y arriver. Maintenant, le traitement le plus efficace, c'est la greffe de rein. On sait que les jeunes qui sont sous dialyse, n'attendent pas trop longtemps une greffe du rein, parce que, heureusement d'ailleurs, heureusement, alors attendez, il faut prendre vraiment toutes les pincettes et toutes les précautions oratoires quand on va aborder ce sujet. De plus en plus de personnes acceptent de donner leurs organes s'il leur arrive une catastrophe. Donc ça permet de prévenir les reins. Et le rein est greffé. Maintenant, les techniques chirurgicales ont fait des progrès exceptionnels parce qu'on le fait maintenant par célioscopie. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir des cicatrices épouvantables. On passe par le nombril, par célio. On arrive à greffer un rein comme ça. Et les gens qui sont greffés, ils prennent toute leur vie un traitement anti-greffe, anti-rejet de la greffe, anti-rejet, pardon. Mais c'est pour avoir assisté à une greffe rénale. C'est quelque chose d'incroyable. Vous voyez ce rein de donneur qui est pâle, hein, forcément, qu'on greffe au patient. Dès qu'on rebranche la circulation, ce rein redevient rouge et le type pisse. Mais alors, c'est peut-être un peu trivial d'employer le terme pisser, mais ça remarche. C'est-à-dire que les urines se repartent, tout repart. C'est magique. J'ai une question par rapport à la greffe de rein. On n'est pas obligé, je crois que de son vivant, on peut donner un rein, on peut fonctionner avec un seul rein, n'est-ce pas? Oui, on peut faire un don, notamment dans les familles, on peut faire un don d'un rein, absolument. Il faut, dans ce cas, notamment quand c'est quelqu'un de une sœur, un frère. Oui, moi j'ai un ami qui a fait ça, jeune, son frère lui a donné un rein. C'est l'acte le plus généreux qui soit au monde. Tout en sachant qu'après, quand on vit avec un seul rein, faut faire encore plus gaffe. Parce que quand on a un rein malade, on peut l'enlever. Quand il n'y en a qu'un seul qui est malade, on peut l'enlever. Donc le deuxième va prendre le relais. C'est très bien vivre avec un seul rein. Quand on n'a plus qu'un rein, faut faire gaffe. Et est-ce qu'avant d'arriver à la dialyse, justement, les médecins envisagent l'ablation d'un rein pour éviter la dialyse ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir à ce niveau-là, si vous voulez, parce que le rein, la fonction est malade. Le rein en lui-même, l'organe, si vous voulez, il est sain, mais la fonction à l'intérieur ne marche pas. C'est comme une voiture qui paraît flambant neuve, mais le moteur, il est mort. D'accord. Vous comprenez non. Donc il faut attendre que les deux ne marchent pas pour arriver à la greffe. Généralement, les deux fonctionnent mal ensemble. D'accord, ok. Ça marche de pair en parité, genre de choses. Ce qu'il faut faire, et je le redis, c'est dès lors qu'on découvre un début d'insuffisance rénale, et vous avez vu, c'est 60, en dessous de 60, ça commence à être une insuffisance rénale modérée. Il ne faut pas dire « j'ai rien vu, j'ai rien entendu ». Il faut en parler à son médecin. Si le médecin ne se sent pas capable de gérer ça, il faut aller voir un néphrologue, un spécialiste du rein, même si vous allez le voir qu'une fois par an pour faire un bilan, pour réévaluer la fonction rénale et puis pour voir les conséquences, au moins vous êtes surveillé. Parce que le but du jeu, c'est si vous avez donc ce marqueur à 60, donc 60% du rein qui fonctionne, c'est de faire en sorte que ça ne descende pas plus bas. Je vais revenir juste une seconde avant de passer pratiquement à la dernière question. Sur les greffes, dans mon souvenir de mon passage à l'hôpital Necker Enfants Malades, où il y a eu pas mal, lors de mon passage de greffe de rein chez les enfants et même chez les jeunes enfants, c'est la greffe globalement la mieux tolérée également, parce que les greffes d'organes, c'est jamais très simple, il faut qu'il y ait une certaine compatibilité. Il y a un traitement qui peut parfois, ou même souvent être lourd à prendre toute sa vie, et dans le cas où on parle d'une greffe de rein, c'est quelque chose qui est un peu plus facile que des autres types de greffes. Vous me dites si vous êtes d'accord avec ça. Et j'ai introduit ma dernière question. Est-ce que l'évolution vers une insuffisance rénale terminale, comme vous l'avez dit, donc quand ça tourne aux alentours de
15% de fonction. 15-10, ouais. Est-ce que cette évolution est inéluctable? Est-ce qu'à partir du moment où le médecin va dire à son patient, voilà, vous avez une insuffisance rénale chronique, votre rein fonctionne à 30-40%, est-ce que forcément ça va finir à un moment donné par se dégrader? Alors, pour répondre, alors déjà la première chose, c'est alors les premières greffes rénales en France ont été faites dans les années 45, enfin après-guerre, dans les années 50, par l'équipe du professeur Hambourger. Alors, le professeur Hambourger, qui était un résistant, un grand humaniste, etc., et surtout, c'était le père de Michel Berger. Michel Berger, la groupie du pianiste, enfin voilà, qui malheureusement est mort beaucoup trop jeune. Donc c'est le père de Michel Berger. Donc le professeur Hambourger, qui était néphrologue, ces équipes avec les chirurgiens ont commencé à faire les premières greffes rénales dans les années 50. Donc maintenant, c'est quelque chose d'excessivement banal. Hein. Je veux dire que maintenant, toutes les équipes d'urologie, enfin du CHU, dans des grands centres, greffent des reins régulièrement, et ça se passe très très bien dans l'immense écrasante majorité des cas. Et surtout, alors ce qui est curieux, en revanche, il y a un petit mot là-dessus, c'est que les gens qui ont été dialysés pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, non, 2 ans, on va dire, une courte durée, la greffe rénale, ça ne pose pas de problème. En revanche, quelqu'un qui a eu 10 ans de dialyse, quand on le greffe, eh ben, il va pas bien. Parce que, quelque part, il est guéri. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut prendre d'une manière très générale en médecine, il y a le diagnostic d'annonce qu'il faut faire, mais le diagnostic de guérison est aussi quelque chose de très compliqué. Parce que quand vous vivez pendant 15 ans avec une maladie chronique, et que du jour au lendemain, on vous dit c'est bon, vous n'irez plus en dialyse, vous êtes guéri, mais vous savez que c'est quelque chose de très très compliqué. Alors ça peut vous paraître surréaliste, vous n'êtes pas malade, mais c'est quelque chose de très compliqué à gérer. Quand vous traînez une maladie chronique pendant des années et qu'on vous dit ben non, vous en êtes guéri, on peut s'imaginer que la personne va faire youpi youpi. Et ben non, il y a des gros syndromes dépressifs parce que des personnes, le fait d'aller en dialyse, ça tisse également un réseau social. C'est aller voir les infirmières, c'est des gens qui sont dialysés avec eux. Et après, quand on les greffe, il faut qu'ils réapprennent à vivre sans avoir cette dialyse. Je suppose que c'est quelque chose qui est connu et qui est pris en charge au moment, j'ai envie de dire, du bon diagnostic de guérison, ce suivi, on va dire, plutôt psychologique. Ah oui, non, mais ça c'est quelque chose, en Israël, vous avez de la chance de l'avoir, parce que chez nous, moyen moins. Hein. Mais c'est quelque chose, donc ça retombe sur nous, sur les généralistes, où on doit gérer un peu ce genre de choses. Et maintenant, l'autre question, non, l'évolution n'est pas inéluctable. Elle n'est pas inéluctable dès lors que le patient écoute ce qu'on lui dit. C'est-à-dire que le mec à qui on trouve une insuffisance rénale débutante ou un peu ça commence à faire aller 45%, et qui continue à fumer, qu'on n'a rien à fiche de son diabète, qui ne se fait pas suivre au niveau de son hypertension, qui mange salé, des protéines en veux-tu, en voilà, et qui ne fera rien, et qui continuera à prendre du kétoprophène pour ses maux de tête, je peux répondre de rien, quoi. Voilà. Après, on peut. Bon, ça peut très bien se passer, comme ça peut malheureusement, vous savez, c'est de la statistique. Hein. Donc, on revient toujours sur la même notion de bonne hygiène de vie. Aurore, est-ce que tu as appris quelque chose ce soir? J'ai appris plein de choses. Les calculs rénaux n'ont rien à voir avec l'insuffisance rénale. Je sais qu'il faut faire attention. J'ai appris plein de choses, Qu'est-ce qu'on va apprendre avec vous, Dr Epstein, lors de notre prochaine émission sur Audio de Doc en MTV? Alors justement, on va parler d'un sujet qui me tient très à cœur, parce que ça fait partie un peu des choses que j'ai bien bossé, qui m'intéressent énormément et qui sont souvent un peu méconnues, peut-être moins dans les pays méditerranéens, mais en tout cas dans la France profonde, pas grand monde connaît, c'est les maladies auto-inflammatoires. Il y en a 2 dont j'aimerais bien qu'on parle, c'est la fièvre méditerranéenne familiale, dans un premier cas, et tous ces gamins à qui on a fait sauter des appendices, alors que c'était pas du tout une appendicite aiguë. Et deuxièmement, le syndrome FAPA, j'ai bien dit FAPA, qui est le syndrome de Marshall, qui là aussi, des millions d'enfants ont eu des kilotonnes d'antibiotiques qui leur ont flingué leur probiote intestinal, alors qu'il suffisait de donner une toute petite dose de cortisone et de faire correctement le diagnostic. Bon, écoutez, c'est peut-être moins connu au niveau de la France profonde. Malheureusement, c'est un petit peu mieux connu chez nous. On expliquera pourquoi la prochaine fois à nos téléspectateurs. Dr Epstein, comme d'habitude, merci de nous avoir transmis vos connaissances, votre savoir et votre bonne humeur.
J'en profite pour remercier également Aurore. Merci Mickaël, Aurore, merci docteur. La prochaine fois, les maladies de type périodique, ce sera avec toi? Ouais. Ok, avec plaisir, je serai là. Le rendez-vous est Super. pris. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de Duo de Doc. C'est sur Tandem TV. Ciao.